Bonsoir à tous. Si vous voulez bien, nous allons ouvrir le comité. Merci à tous de votre présence par ces temps un peu compliqués, mais qui nous permettent quand même d'avancer sur l'ensemble de nos dossiers, de concerter et de voter. On attaque donc par l'approbation du procès-verbal du comité syndical du 8 décembre. Y a-t-il des remarques sur ce compte-rendu? La feuille de présence, il faut faire l'appel à chaque fois. Bien, tu suis, Sébastien. Qui est Quentin Vasseur? Oui, bonjour. Voilà. Une Bonsoir. victime désignée d'office, Quentin Vasseur. Si vous J'accepte. voulez bien procéder. Très bien. Alors, je commence par Marquette Lélil, Dominique Legrand, Miguel Beades, Présent. Jérôme Mathieu, Carole Depric, Karine Lelièvre, Sandrine Denis, Nathalie Avine, Dara Sarniran, Pierre-Jean Andral, Joanne Gruson, Emeline Alouchery, Lidéric Mailleux. Alors, pour Lambersart, Xavier Deric, Martine Cacheux, Vasseur Quentin présent, Pierre-Yves Pirat, Sabine De Waas, Chantal Cousin, pour Vambrochy, Sébastien Brognard, Michel Sass, Christelle Galland, Cédric Lecourt, Laurent Witterbeck, Véronique Ourman, Georges Spadavecchia, Patti Roqueta, Jean-Michel Barbary, Stéphane Lahaye, Gwendoline Spotbin, Romain Tanis, Isabelle Tiberghien, Aurélie Droulers. Pour Verlinghem, Benoît Bourrel, Elsa Blancard, Damien Delair. Pour Saint-André, Elisabeth Masse, Pascal Laoust, Jean-Pierre Rhin, Nicolas Lenindre, Didier Parcy, Claude Vasilkovski, Cyprien Richet, pour Péranchy, Valérie Provost, Laurence Deloison, Samuel Rollins, Annie Carlier, Philippe Van Beneden. Pour Lompré, Hélène Monet-Claret. Donc Pierre Spilard, Philippe Boulan, Thierry Guillot-Salomon. Pour Quesnoy-sur-Deule, Rosemary Alinck, Samuel Olivier, Serge Mozone, Florence Delchambre. Pour Delémont, Christophe Liénard. Pour Bondu, Patrick Delbar. Bernard Jean-Baptiste. Pour Marc Cambarol, Bernard Gérard. Pascal L'Herbier. Nicolas Papiachvili. Loïc Catelin. Véronique Savignac, Pierre Verlet, Marie Comtois, Éric Gillet,
Pour Comines, Michel Sens. Jean Bacquart. Pour Warneton, Yvon Pétronin. Merci. Oui, le quorum est atteint sans souci. Nous allons donc pouvoir engager ce comité. J'en étais donc à l'approbation du procès-verbal du comité syndical du 8 décembre 2020. Y a-t-il des remarques? Si on peut faire parvenir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je nous souhaite d'excellents débats. Je remarque que nous sommes filmés, donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour la transparence de nos débats. En fait, j'avais une petite remarque sur le procès-verbal, qui est un peu lié aussi à justement cette transparence des débats. Parce que on a quand même, avec le contexte sanitaire, des séances qui sont à huis clos, sans public. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de captation vidéo, pas de presse, et puis finalement, la seule trace de nos échanges sont les procès-verbaux. Et donc, ces procès-verbaux, c'est les seuls témoins de nos débats, et ils sont pourtant particulièrement laconiques, voire lacunaires, sur la retranscription de nos échanges. Même si les voix discordantes ne sont pas particulièrement nombreuses, on ne retrouve pas peu de traces de certaines prises de parole dans le PV, et notamment des interventions qui sont résumées en une ou deux phrases, ou des interventions qui disparaissent carrément. Donc je voudrais savoir, Monsieur le Président, ce qu'il en est par exemple pour la question orale que j'avais posée à la séance précédente, qui a été transmise par écrit, à laquelle vous avez répondu en séance, qui ne se trouve pas dans le PV. De mon point de vue, je ne peux pas approuver ce PV en l'état, et je vous demande que la question et la réponse soient retransmises et validées à la prochaine séance. Et par la même occasion, je vous demande également que la production du PV soit un peu plus fidèle à nos débats et nos échanges. Et d'ailleurs, si ça peut aider, je m'engage aussi à transmettre les interventions complètes du groupe Ozon dont je porte la parole au service pour faciliter la retranscription des échanges. Merci. J'ai bien entendu. Sur la remarque sur la question orale, on fera en sorte qu'il y ait un relevé le cas échéant. Sur les comptes rendus, comme leur nom l'indique, c'est un procès-verbal de compte rendu. On n'est pas tenu évidemment à mettre l'entité des échanges, sinon on aurait un petit peu de difficulté. Cependant, nous recevrons vos textes et vos interventions sans souci. On verra comment ils s'insèrent utilement dans le compte rendu. Merci beaucoup. Je vais donc soumettre au vote. Qui vote contre? Deux voix. Qui s'abstient? Merci. On va donc passer au compte rendu des commissions. Commission Animation Développement Durable du 3 février 2021. Merci, Président. Voilà, donc pour une fois, je vais démarrer par la partie développement durable, puisque normalement, on organise bientôt l'opération ville et campagne propre. Oui, on va tout faire pour. Maintenant, il est certain que demain, il devrait peut-être y avoir des annonces. Alors, si on écoute la presse, on peut être pessimiste, mais on a pris l'habitude aussi de se méfier de tout ce qui peut être annoncé avant. Donc, dans tous les cas, on est tous prêts pour les 19, 20 et 21 mars, dans toutes nos communes, pour nettoyer nos villes et nos campagnes, les routes, les bords de canal, les chemins, tout ce qui peut malheureusement recevoir les déchets. Enfin voilà.
Donc, un petit rappel, toutes les communes pratiquement participent, du moins celles qui ne s'appuient pas sur les écoles. Puisque, alors ça c'est surtout pour Lambersart qui avait l'habitude d'organiser ça avec les écoles, mais le rectorat a refusé cette participation, et donc ça a mis par terre cette organisation. Par contre, pour les autres qui organisent ça, soit d'un point de vue communal, soit avec les associations, soit avec les agriculteurs, il n'y a pas trop tout. Il n'y a pas normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour ce jour-là. Hein, donc ça va bien se passer sur Comines, sur Quesnoy, sur Péranchy, sur Vambrochy, sur Saint-André, sur Lompré, sur Marquette, sur Verlinghem et sur Delémont-Warneton. Alors, il y a eu une petite question de la part de Sébastien Brognard, maire de Vambrochy, qui avait, enfin c'était pas une question, il avait suggéré que l'on mette en avant, ou en arrière, du coup, les mégots qui pourraient être ramassés, hein, pour cibler plus précisément, hein, et on pourrait ensuite faire tourner comme ça. Alors bien sûr, on a les masques, hein, tels qu'on a repris sur les affiches, mais c'est vrai que les mégots, c'est quelque chose qu'on retrouve alors, notamment en ville. Et l'idée donc que tu avais soumise, hein, c'était donc de pouvoir rassembler ces mégots, ramasser sur nos différentes communes, et peut-être les exposer dans différents endroits, donc pouvoir peut-être les rassembler. Alors on en reparle tout à l'heure, peut-être Sébastien, mais alors, moi je me suis appuyé sur mon équipe technique qui a l'habitude de commander les différents matériaux. Pour moi c'est plus simple que de passer par le CIVOM qui n'a pas forcément d'équipe technique, hein, ayant l'habitude de commander du matériel. Donc je me suis appuyé sur l'équipe technique de Delémont. Et on pourrait peut-être, on en reparle tout à l'heure, mais créer un tube qui pourrait ressembler ensuite à une grosse, malheureusement une très grosse cigarette, et y mettre tous ces mégots. On en reparle tout à l'heure, hein, pour voir de quelle manière on peut valoriser cette opération, ou tu peux peut-être intervenir tout de suite. Alors oui, donc bonsoir à tous. En fait, moi, l'objectif de... Alors c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, qui ne devrait plus exister, vu les campagnes propres. Toujours est-il que ça existe. Et en fait, l'objectif des mégots, alors je suis enseignant et c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est un peu pédagogique et didactique. Et moi, l'objectif, c'est un double objectif. D'une part, de montrer que, bien évidemment, le tabac, c'est pas bon pour la santé. Et d'autre part, que les mégots sont très polluants. Et sur Vambrochy, donc, j'ai mis l'idée de toi, Christophe, qui a été très bien accueilli, et donc nos services sont à fond pour cette organisation. Et ce que nous souhaiterions, c'est faire tourner effectivement cette méga cigarette. Alors, soit dans les écoles, alors il y a des pour et des contre, mais au mieux dans des points stratégiques de ville où ça peut être vu. Mais pour que ce soit vraiment efficace, il faudra qu'il y ait aussi des explications. Donc là, je vais voir avec mes équipes justement pour faire des petits panneaux indicateurs, et pour le point de vue santé et pour le point de vue écologique. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on fait également intervenir, nous, à Vambrochy, une association. Donc on s'est mis en partenariat avec l'équipe vambrocitaine du World Cleanup Day, donc qui va nous aider à la logistique, avec une équipe de Sea Clean qui va s'associer au World Cleanup Day, et une association qui s'appelle Mégo qui intervient justement dans le recyclage des mégots. Donc ça serait intéressant effectivement qu'on puisse voir tout à l'heure si on peut les faire intervenir dans le cadre du CIVOM plus que dans le cadre de Vambrochy. Voilà. Oui, merci. On profitera donc de cette pédagogie, hein, pour pouvoir, si tu le veux bien, partager donc tout ça entre nos communes. On met ça donc au point tout à l'heure. Bien, donc bien sûr, je ferai le tour des communes, parce que, comme on vient de le dire, on fera une communication ensuite, alors essentiellement par écrit, hein, aujourd'hui. Donc on fera une communication qui reprendra un peu la manière dont ça s'est passé sur chacune de nos communes, et reprendre des points particuliers. Donc les mégots, ça en sera un. Malheureusement, je crois que
Les masques, ce sera un autre sujet, mais on aura une communication la plus précise et vaste possible. Oui. Il y a une question là-bas. Je ne sais pas s'il y a un micro baladeur. Il y a un micro ici. Il y a un micro ici. Et bah voilà. J'ai entendu sauf les écoles. Je voulais une petite précision. J'ai cru comprendre que le rectorat était contre. Et en fait, sur notre ville, on a 4 groupes scolaires qui participent. Il y a même le collège, pour le coup, qui souhaite participer également. Et on n'a pas eu de frein. Alors, est-ce que c'est plutôt un blocage d'un inspecteur d'une zone ou est-ce que on a la chance d'en avoir un sur Marquette qui permet ce genre de choses? Et vous êtes sur le même secteur, puisque c'est vrai je crois qu'on a beaucoup d'inspecteurs différents sur le CIVOM. Ça n'est pas le même, voilà. Oui, alors ils sont souverains un peu chacun dans leur secteur. Il est possible, c'est possible. Ce que je voulais savoir, si d'autres villes avaient eu l'occasion d'organiser des choses avec, enfin justement ce ramassage avec des écoles ou des groupes scolaires, ou est-ce qu'on est les seuls à avoir pu le faire? Alors, bon, en tout cas, pour mon expérience, en général, on s'appuie sur les écoles pour la communication, pour essayer de faire venir les familles. Et cette année, justement, il me semble que c'est intéressant d'avoir des regroupements familiaux, puisqu'on envoie quand même des équipes dans différents endroits. Donc on s'appuie sur les écoles pour la communication. Mais ce ne sont pas les écoles qui organisent les regroupements. Voilà, donc j'ai vu plusieurs signes négatifs. Voilà, on ne s'appuie pas sur les écoles pour l'organisation, mais on peut s'appuyer sur elles pour la communication, essayer de toucher un maximum de jeunesse, puisqu'il est toujours important de passer par la jeunesse pour passer les messages. Oui, on peut s'appuyer cette année aussi sur les associations qui n'ont pas l'occasion de faire grand-chose. Et je sais qu'elles sont demandeuses, par exemple les équipes de foot, enfin les clubs de foot, de s'engager dans une action citoyenne. Et là, on touche aussi les enfants et les ados. Donc, et les clubs sportifs. Voilà, par les associations. Voilà. Et qui se rejoignent, qui font des petits groupes. Mais il est certain qu'il va falloir fractionner et envoyer par petits groupes. De toute façon, plus on étale, plus on sera efficace aussi. Bon. Ouais. Voilà, je crois que on peut passer à autre chose. Il n'y a pas d'autres remarques ou questions sur cette opération. Écoutez, j'espère que la prochaine fois, on pourra donc faire un point. Alors, est-ce que le point positif, c'est le fait d'avoir ramassé beau? Non. Le point positif, comme disait Sébastien, ce serait de dire, tiens, cette année, on pourrait s'en passer. Mais comme l'a dit Coluche il y a très longtemps. Alors, je repasse donc à la partie animation. Et on a forcément passé beaucoup de temps lors de cette réunion de commission à parler des fêtes de l'eau, de l'hélice en fait. Alors on s'est appuyé sur les conclusions de la première commission où tout le monde avait parlé de l'eau, essayer d'axer vraiment, ça s'appelle les fêtes de l'eau, de l'hélice en fait, d'axer donc vraiment sur l'eau. Donc on a d'abord parlé essentiellement de croisières, en sachant que cette année, il est, comme pour beaucoup de choses, plus difficile d'avoir tous les bateaux que l'on pouvait avoir d'ordinaire. Mais normalement, tout n'est pas encore verrouillé à 100%. On devrait avoir des bateaux partout où ils peuvent accoster. Alors justement, par rapport à ça, toutes les communes n'ont pas de port ou de quai d'embarquement. Et on a voulu faire en sorte que toutes les villes puissent participer plus ou moins directement à ces croisières. Donc on va s'appuyer sur la Mitram avec ses bus. On va s'appuyer également sur les petits trains pour faire donc des navettes entre les communes qui n'ont pas ces quais d'embarquement vers des communes qui ont un quai d'embarquement, comme à Vambrochy, comme à Quesnoy, comme à Delémont. Ainsi, toutes les communes auront bien cette liaison plus ou moins directe avec les croisières. En sachant aussi que ces croisières, on avait imaginé différentes choses, notamment des jeux. Pour l'instant, on s'attelle surtout à organiser des choses statiques sur ces bateaux, genre croisière repas, où chacun reste à sa place.
Parce que même si on espère encore une fois pouvoir être libéré de certaines contraintes, on sait aussi qu'il faut toujours en prévoir certaines. Donc on s'est attelé à garder ce côté statique dans ces croisières. Et on a écouté également chaque commune, savoir ce que chaque commune voulait que le CIVOM apporte à l'organisation interne, puisque bien sûr chaque commune a son organisation. Les fêtes des Chapons par exemple à Marquette, et chaque commune demande au CIVOM et a besoin du CIVOM, voilà, pour étoffer par des animations. Donc on a parlé des croisières, mais on va apporter aussi d'autres animations. On est en train donc de finaliser tout ça et on se retrouve très bientôt le 24 mars. Voilà, et ensuite, bien sûr, on a débattu sur d'autres choses qui pourraient venir s'ajouter dans ces deux organisations dont on vient de parler. On avait reparlé notamment de fêtes médiévales. On a reparlé aussi de ce qui pourrait être mis en commun pour, plutôt vers la fin de l'année ou le début d'année, le ramassage des sapins, par exemple, pour valoriser les tontes de haies, voir si on ne pourrait pas organiser dans chaque commune un point, un lieu, une date de ramassage, que chacun puisse apporter ces tontes de haies et repartir avec des copeaux qui peuvent servir dans les jardins, dans la permaculture. Et, voilà, vous voyez qu'on débat sur différentes choses et on va pouvoir bientôt, alors bien sûr quand on sera plus libre, vous apporter certaines organisations. Voilà, Président, ce que je pouvais dire sur cette commission et on continue à travailler. On se retrouve donc, comme je disais, le 24 mars. Merci. Merci Christophe. Bon, de toute façon, on est tous évidemment haletants sur les programmations et de ce que l'on pourra faire ou pas. En tout cas, on reste tous prêts à œuvrer. On reste les équipes, les élus prêts à bondir et prêts à l'action. On se réglera évidemment sur les réalités et les dispositions au fur et à mesure de leur avancée et des annonces. Pour juste une petite précision, parce que vous avez vu qu'en effet une caméra, on est donc en diffusion en direct sur la page Facebook du site, bien sûr, de l'Alliance. Compte rendu de la commission Finances Gérontologie du 7 février 2021. Bonsoir à tous. Alors bon, je ne vais pas vous relire la totalité de la délibération puisque la deuxième et troisième page concernent toutes les délibérations qui seront prises aujourd'hui. Donc si je vous en parle maintenant, je vous en parle plus tout à l'heure. Donc je préfère vous en parler tout à l'heure lorsque vous allez voter. Néanmoins, sur la première page, il y a deux paragraphes qui semblent intéressants. Nous comptons mettre en place une petite équipe qui parlera donc des besoins en informatique de nos différentes communes. Alors ce n'est pas dans le but de créer quoi que ce soit, mais c'est surtout, ça sera un lieu d'échange, si vous voulez, pour voir un petit peu les problèmes de chacun et essayer donc d'apporter des réponses, des solutions, des aides. Donc, et puis aussi, bon, pourquoi pas créer donc un petit groupement d'achat puisqu'il y aura donc des renouvellements de programmes et puis d'applications qui vont venir dans les prochaines années. Donc il serait peut-être intéressant de se regrouper pour voir un petit peu et avoir donc des logiciels qui pourraient être compatibles. Deuxième réflexion, c'est sur la méthode de calcul des contributions. Donc ça, ce qu'on aimerait bien mettre en place, ça serait déjà dès le budget 2021, puisque vous allez voir, ou vous avez déjà vu dans le rapport d'orientation budgétaire, le BP 2021 par rapport aux différents CA depuis 2017. Alors pourquoi on est parti du CA 2017 ? C'est parce que l'audit démarre donc de 2017 aussi. Donc c'est pour être un peu cohérent, on parlera de la même chose. Donc si vous voulez,
Actuellement, nous avons un système donc de blocage pour les communes d'origine. Les 9 communes donc doivent globalement entre elles payer actuellement 918 000 euros qui sont fiscalisés. Ces 918 000 euros sont répartis selon les critères habituels de population, de base et de produits attendus. Chacun donc paye sa part qui est fiscalisée. Le problème, c'est que ces 918 000 euros, parfois, sont excédentaires par rapport à nos besoins. Donc il y a une solution, c'est ou de diminuer les impôts une année, de les augmenter l'année suivante, ou alors de faire comme pour les communes qui sont à la carte et que tout le monde calcule sa participation de la même manière, c'est-à-dire que on prend les compétences, leur prix de revient, et c'est là-dessus qu'on travaille. Et donc, on va essayer de créer un petit groupe de travail là-dessus, de manière à ce que ça soit un peu plus clair et uniforme pour chacun. D'ailleurs, c'était une demande de la préfecture en 2016, si mes souvenirs sont bons. Et je ne vous lirai que, bon, c'est un courrier de la préfecture qui fait 2 pages, à 2 pages bien serrées. Je vous lirai que le dernier paragraphe. Définir un mode de calcul des contributions reposant uniquement sur la clé de répartition fixée à l'article 16, que les communes aient adhéré au SIVOM avant ou après 2002. Le montant de la compensation de la TP reversée au SIVOM par les communes ayant adhéré avant 2002 ne devra plus être ajouté, mais déduit de la contribution de ces communes. Seul le solde sera susceptible d'être fiscalisé. Donc, si vous voulez, ils souhaitent, au niveau de la préfecture, que les contributions de chaque commune soient calculées de la même manière. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Rassurez-vous, ça ne fera pas bondir quoi que ce soit. Au niveau des budgets, de nos budgets, ça ne va rien changer du tout non plus, puisque de toute manière, la part fiscalisée, c'est directement pris au niveau de la taxe d'habitation ou une autre qu'on verra à l'avenir, et qui est donc fiscalisée, et c'est les habitants qui la payent, et c'est absolument pas donc sur le budget des communes. Donc au niveau des budgets, budgétairement, ça ne va rien changer pour les communes. Ça sera seulement pour les habitants qui paieront sans doute un petit peu moins. Voilà. Et les autres points de ma commission et de celle d'Elisabeth Mas seront vus lors donc, de l'étude des délibérations. Merci beaucoup. Bon, le travail sur les contributions, on rappelait le paragraphe du courrier de la préfecture, mais en réalité, c'est parce que ça correspond surtout à la volonté du bureau, et sans doute à la mienne particulièrement, mais je pense aussi à la vôtre, de l'effet de transparence et d'équité, de lisibilité. Donc c'est sur ces sujets-là qu'on se penche. Il y aura forcément aussi à l'issue de l'audit des éléments qui viendront abonder cela, mais on voudrait pouvoir débloquer déjà cette situation aujourd'hui autour de ce bloc statifié de 918 000 euros, dans la mesure où ça permettrait d'être un peu plus réaliste et de ne pas appeler ce qui n'a pas besoin d'être appelé. C'est le premier bénéfice, évidemment, à en tirer. La contrepartie de ça, pour que ce soit aussi clair, ce sera le fait qu'il puisse y avoir des variations, puisque si on essaie d'être au plus près de ce que la structure a en charge, etc., selon les années, selon les actions possibles ou les nouvelles actions, il y aura forcément un peu de fluctuation, alors que là, c'est absolument figé. Ce sera la contrepartie. Mais le groupe de travail permettra d'éclairer chacun, et je pense qu'il y en a un bon nombre en attente, sur ces modalités. Donc un travail qui nous semble extrêmement important, vital, et toujours dans l'effet de transparence. Concernant justement l'audit, aujourd'hui, on a fait des rencontres avec les présidents et vice-présidents dès la mi-janvier. En début février, il y a eu la rencontre avec les services, les différents services de l'Alliance. Et du 18 février au 9 mars, il y a des rencontres individuelles avec les maires. La plupart ont déjà été rencontrés, interviewés. Restent 2 communes dont la date est programmée déjà, et Marc-en-Barœul dont on attend
encore une date, ce serait bien de se focaliser, ce sera la dernière ville à rencontrer. Après, il y a donc à disséquer. En parallèle de cela, ça travaille toujours sur l'aspect finance, l'indexation de chacune des charges au millimètre pour arriver à bien redonner tout par toutes les charges par pôle d'activité, on va dire. Et il y aura une formalisation de ce diagnostic et de l'analyse qui viendra dans un temps prochain, relativement proche. Après, il y aura une continuité puisqu'il y aura aussi un échange avec la MEL, qui est forcément voilà, un partenaire, et sur l'étude des redondances possibles, etc. Il y aura donc cet entretien avec la MEL, et il y aura un certain nombre de groupes de travail, que ce soit avec des tables rondes, avec des élus, avec des usagers, des non-usagers, bon bref, un certain nombre de profils différents, pour pouvoir toujours apporter le maximum d'informations et une vision au plus juste pour le cabinet qui travaille et qui puisse nous proposer au final des scénarios d'évolution, des compétences, vraiment des lignes extrêmement précises et pointues sur chaque charge, ce qui est toujours notre objectif. On est toujours axé sur mes joints pour arriver à vous redonner des choses extrêmement riches, je pense, et qui permettront à chacun d'upgrader ses points de vue sur la structure. On avait un point de sujet à proposer à la réflexion. En réalité, Michel les a abordés, donc tout va bien. Sont les échanges. On a encore un groupe qui devrait se constituer sur un travail autour de la ligne ferroviaire Lille-Comines, que tout le monde connaît pour ses problématiques et ses multiples rebonds autour du tram-train, du SDIT, etc., etc. Et en échangeant, les différents maires exposaient le fait de peut-être se créer une opportunité, puisque même s'il y a projet, en définitive, d'une manière ou d'une autre, que ce soit, je n'augure pas du process technique qui peut être utilisé, ce dont on est sûr, c'est que la ligne n'est déjà plus utilisée aujourd'hui, qu'elle va forcément se dégrader, surtout dans son environnement, et qu'il y aurait peut-être une bonne idée à en tirer un bénéfice touristique, quelque part, sur une version vélo-rail ou des choses comme ça. Et donc, on voudrait mettre sur pied un petit groupe qui puisse aborder ce sujet. Il y aura les échanges avec les structures, etc. Mais déjà, de voir la faisabilité, ça nous paraît une idée tout à fait opportune. On aura aussi un petit... l'informatique, Michel en a parlé, centre de supervision urbain. C'est du domaine du partage d'informations. Il y a des communes plus avancées que d'autres, et afin de permettre à l'ensemble des maires et de leurs équipes de savoir de là où on est, de quoi on parle, de ce qui est réellement possible, pas possible selon la taille des communes, on se propose de mettre des réunions d'échange en place. On a aujourd'hui des retours d'expérience tout à fait possibles avec évidemment Marc Ambarel. Comines me faisait part tout à l'heure du fait d'être tout à fait prêt à accueillir aussi, puisqu'ils ont leurs propres expériences. Donc voilà, c'est un sujet qui nous paraît d'importance, qui est porté déjà aujourd'hui par un certain nombre de communes, et qui, dans toujours cette mission qui nous semble la plus appropriée, qui est ayons le maximum d'informations, quelle que soit la taille de la commune, partageons. Il y a forcément toujours quelque chose à tirer pour chacun. Donc dans cet esprit, il y aura sur ce sujet-là. Et il en est un autre sur lequel les maires ont déjà échangé, mais qui nous paraît aussi important. C'est concernant la vaccination, c'est de la pleine actualité sur le Covid. Le Civaux-Maintenance Nord-Est ne se propose pas de se substituer ou quoi que ce soit, mais par contre, encore une fois, il y a des communes beaucoup plus avancées dans la formation, parce qu'il y a eu des expériences antérieures, par exemple sur le dépistage, et pour ne laisser personne de côté sur la capacité à s'informer des possibilités, on se propose de faire quelques points d'information partagés autour de ce sujet, dans un avenir extrêmement proche, puisque c'est maintenant que ça se passe. De plus, comme ça avait été échangé, vous aurez pu remarquer, j'en suis sûr, que sur le site internet de notre CIVOM, vous avez maintenant une information régulière, mise à jour régulièrement, sur l'actualité vaccination. Donc un point d'information supplémentaire sur lequel les communes peuvent venir se remettre. Merci aux communes qui nous partagent leurs informations et qui nous permettent d'être en flux plus passablement tendu.
Ça fait vraiment partie de manière emblématique des apports. Voilà, c'est de la pleine actualité. Il y a des informations, on les partage, chacun en tire bénéfice et se permet d'avoir une vue claire sur le sujet. C'est tout à fait notre mission. Voilà, j'ai fait le tour des sujets. Comme vous pouvez le voir, on a ce qui existait déjà. On a des choses dans l'esprit un peu plus nouveaux sur des sujets. En toute, il n'y a pas de formalisation dans tout ça. C'est ce qui, de mon point de vue, est intéressant. On peut donc agir vite. C'est du partage. Et après, s'il se concrétise quelque chose, c'est à construire. Tout va bien. Mais en tout cas, on a déjà partagé. C'est la vraie vie de l'Alliance. C'est d'être ensemble sur les sujets. Merci beaucoup. Nous allons donc passer au rapport numéro 1. Michel aura beaucoup de travail puisqu'il s'est proposé... Oui, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais donner la satisfaction de quelques maires pour en avoir échangé sur cette orientation. Je crois qu'il est tout à fait pertinent, je me retourne un petit peu vers tout le monde, est tout à fait pertinent au sein du CIVOM de pouvoir échanger de façon complète sur les 3 sujets dont vous venez de parler. Dans l'ordre, cette ligne Comines-Lille, enterrée il y a maintenant 18 mois à peu près, décembre 2019, qui déjà, à force est de constater, est laissée à l'abandon. Vous avez raison, Monsieur le Président. Sur le territoire de Marquette, cette ligne jouxte un quartier avec résidentiel. Et déjà, les herbes folles et les végétaux débordent dans les jardins des riverains. C'est une compétence conventionnée avec Réseau Ferré de France, qui ne respecte déjà pas l'entretien de cette voie, et nous sommes tous concernés. De Comines jusque Lille, nous sommes tous concernés. Et même si nous ne pouvons pas avoir cette compétence au sein du CIVOM, et tout le monde l'entend, c'est une compétence qui est région, c'est une compétence qui peut être relayée par la MEL, via le vice-président en transport, mais il est tout à fait pertinent qu'on puisse en échanger au sein du CIVOM pour avoir notre vision, notre surveillance sur nos territoires voisins, et avoir une logique d'occupation de cet espace en attendant, potentiellement, faut-il le rappeler, la version qui a été retenue, c'est ce fameux tram-train. Ça vous a fait mal aux oreilles, c'est 353 millions d'euros dans moins de 10 ans. Je ne sais pas si quelqu'un ici y croit encore. C'est une belle façon d'enterrer le dossier, de se dire dans 10 ans, on va dépenser 350 millions. Ce n'est que mon avis personnel, mais c'est une vision intéressante de pouvoir écrire notre projet au sein du CIVOM et d'aller le porter vers les instances qui en ont la compétence. Ça a une force incroyable, et c'est ça la force du CIVOM. Concernant le centre de supervision urbain, oui, c'est une démarche sur laquelle l'ensemble du territoire du CIVOM, comme l'ensemble du territoire de la MEL, puisque les maires le savent ici, il n'y a pas de possibilité de créer un centre de supervision urbain sur de telles distances avec tant de communes. Il faudra vraiment avoir une réflexion locale. Et nous, on a un peu avancé sur le sujet. Je me suis mis à disposition du CIVOM pour faire le témoignage de nos avancées. Mais c'est une réflexion aussi intéressante parce qu'au-delà d'un centre de supervision urbain, il y a forcément de la technique fibrée qui rassemble des communes et également, évidemment, des services de police dites intercommunales ou des brigades intercommunales qui doivent être connectées à ce centre de supervision urbain, sinon ça ne sert strictement à rien. C'est ça qui est pertinent dans la réflexion que vous menez aujourd'hui. Moi, je vous en félicite vraiment parce que c'est au sein de ce CIVOM-là et collectivement qu'on pourra échanger, avancer et être force de proposition vers les instances qui ont la responsabilité de l'ensemble de ces choses ô combien importantes et de ne pas perdre de temps. Sur le premier sujet, je pense que c'est en 2008, Monsieur le Président, que la première fois où a été abordée cette ligne Comines-Lille sur un autre moyen, 2008. On nous a revendu en 2018, on va le faire dans 10 ans, on est en 2021. Et je ne pense pas qu'il y ait sur le bureau du président de la région, sur le bureau du président de la MEL, une quelconque AMO qui soit commencée dans cette version. Donc prenons la place. La nature ayant horreur du vide, prenons la place. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je reçois vos
félicitations avec bonheur. Et ça, c'est vraiment aussi représentatif de la participation. Ça ne repose absolument pas sur moi, même si on peut initier un état d'esprit, mais ça repose bien sur l'activité de chacun, je le rappelle toujours, tout à loisir. D'ailleurs, sur le centre de supervision urbain, on voit que même en dehors des positionnements de principe, on a déjà des retours de Péranchy, Lambersart, Warneton, Verlinghem qui ont répondu comme étant intéressés à ce partage d'informations. On a eu un retour de Kélois qui dit on n'est pas tout à fait dedans, mais je suis sûr que l'information, elle se partage quand même. Voilà, on va reprendre le cours. Finances et services aux communes, rapport numéro 1, rapport d'orientation budgétaire. Monsieur Sass, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, chacun d'entre nous, d'entre vous ici, a déjà eu l'occasion de discuter du rapport d'orientation budgétaire de sa commune, je suppose, hein. Donc, vous connaissez les obligations de ce rapport, hein. Auparavant, il n'y avait pas de vote. Depuis quelques années, maintenant, le vote est obligatoire sur ce rapport. Donc, il a pour objectif la même chose que chez vous, hein, c'est définir les engagements pluriannuels, étudier l'évolution de la situation financière et la structure des effectifs et, bien sûr, la gestion de la dette qui n'a pas lieu ici puisque la dette a été donc terminée il y a 2 ans puisque nous avons remboursé le crédit que nous avions par anticipation. Donc on va tout d'abord commencer par passer en revue toutes les compétences que le CIVOM a actuellement et on va commencer par l'emploi qui regroupe également le service civique. Alors au niveau de l'emploi, nous donnons une subvention à l'association Alpes qui partage entre ces différentes structures 578 691 €, c'est très précis puisqu'il y a une des structures qui est subventionnée à partir de quelques centimes par habitant. Donc c'est ça qui fait des chiffres un petit peu bizarres. Ces subventions, bien sûr, ont baissé donc cette année, puisque la Madeleine est sortie du CIVOM. Auparavant, ça atteignait dans les 700 000 €, puisque nous reversions la partie de la Madeleine. Au niveau du service civique, il y a une session qui est en cours et qui marche bien. Il y en a une nouvelle qui est prévue donc pour le mois de novembre. Et on espère qu'on aura des candidats, puisque là, pour la première session, nous a manqué quand même quelques candidats, puisqu'on avait davantage de demandes des communes que de candidats présents. Ensuite, l'animation du territoire, notre vice-président en a parlé tout à l'heure, hein, fête de l'eau, bien sûr, terroir en fête qui va suivre donc à l'automne, et puis les activités de Noël, plus quelques autres opérations qu'il va concocter avec sa commission. La tranquillité publique, des tiges. 7 chantiers sont prévus pour 2021. Il y en a déjà eu quelques-uns en 2020 qui se sont très bien passés. Sur la commune de Vambrechy, on avait notamment un. On n'a eu qu'à se louer donc, de l'intervention donc, de ces personnes. Le développement durable. Dans quelques jours, ça sera ville et campagne propre. Hein, donc on vous en a parlé amplement il y a une petite demi-heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus. La gérotologie, donc là, ça regroupe de 2 petites choses. Une subvention au CLIC. Le CLIC est un centre d'orientation et d'information pour les personnes qui cherchent un petit peu leur voie en fin de... pas en fin de vie carrément, mais quand ils arrêtent d'avoir une autonomie parfaite. Et donc la gestion de l'EHPAD aussi, hein, l'EHPAD Georges Delfosse, dont on s'occupe spécialement et plus particulièrement donc, de la gestion du personnel, puisque nous avons un directeur qui est ici présent. Alors je ne sais pas si tout le monde le connaît, le nouveau directeur de la résidence Georges Delfosse. Alors je vais lui demander de se lever, comme ça au moins vous le verrez. Hein. Donc il a été embauché donc en remplacement donc du précédent qui a choisi une autre fois, hein, monsieur Averbeck.
Et il était disponible, il est arrivé chez nous tout de suite fin décembre pour prendre en place. Et pour le moment, je suis désolé, on n'a qu'à se féliciter donc de notre choix. Donc on espère que ça va continuer. Donc ça, c'était les orientations sur les différentes compétences donc, du CIVOM. Bien sûr, on n'a pas parlé des deux services, hein, l'urbanisme qui fonctionne très bien, qui continuera, on n'a aucune raison de l'arrêter, et le service donc, des archives qui continue à fonctionner aussi. D'ailleurs, il y a une délibération qui concerne donc ce service. Au niveau des orientations budgétaires, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes partis de 2017 hein, pour faire nos comparaisons. Donc vous pouvez voir que le BP 2021 est en baisse, hein, est en baisse de 100 000 euros par rapport au CA de 2020 estimé, qui lui-même était déjà en baisse par rapport à 2019. Donc là, ce sont différentes choses qui se sont produites. Ben, c'est d'abord le départ de la Madeleine, hein, puisque la Madeleine versait à peu près 140 000 euros pour sa participation au CIVOM. Donc il y a cette diminution-là. Et donc pour le CA 2020, en plus, il n'y a pas eu donc de leur fait qui nous coûte à peu près 100 000 euros globalement, donc ce qui explique un petit peu donc la diminution donc du BP 2021. Alors c'est peu courant qu'on présente un BP en suréquilibre, et là vous voyez c'est ce qui se produit, hein, recette 1 935 000 pour 1 825 000 de dépenses. Ce qu'on vous proposait tout à l'heure, ça nous permettra d'éviter ce genre de choses. On a déjà des excédents qui sont relativement confortables, si j'ose dire, pour ne pas utiliser un autre mot. Alors c'est pas la peine en plus d'appeler des fonds dont on n'a pas l'utilité et de gonfler encore dès le départ donc ces excédents. Et donc la réflexion qu'on va avoir sur la fiscalisation et sur les recettes du CIVOM permettra de gommer un petit peu cette gêne, si j'ose dire. Hein, ce qui nous gêne un petit peu depuis quelques années, mais si vous voulez, il y a le changement. Hein, le changement, c'était l'année passée. Auparavant, on suivait les instructions, donc c'était blocage, donc bon, c'est tout. On fait blocage même si on n'en a pas besoin. Au niveau des investissements, les investissements, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque vous voyez 140 000 à peu près de recettes qu'on ne maîtrise pas, puisque ces 140 000 sont représentés par les amortissements et par le versement du câble. Donc c'est versé directement en investissement et nous le reversons aux communes donc sur le fonctionnement. Donc il est évident que les recettes d'investissement, ils ne peuvent pas disparaître par l'opération du Saint-Esprit. Là, cette année, nous avons programmé 70 000 euros d'investissement, dont une provision parce qu'on a un serveur qui menace. Donc le serveur, déjà, ça va prendre une bonne partie de ces investissements. Et puis le service urbanisme qui a de plus en plus de dossiers. Et qui dit nombreux dossiers dit besoin d'armoire. Donc c'est essentiellement ça les dépenses d'investissement donc pour le CIVOM. Donc vous voyez par vous-même les reports de la section de fonctionnement et d'investissement, les résultats cumulés. Donc on arrive bon an mal an à 3,5 millions, alors qu'on était à 2,5 millions en 2017, ce qui veut dire qu'en 3 ans nous avons cumulé quasiment 1 million. Donc il faudra bien réussir à changer cette spirale, si j'ose dire. Je sais qu'on pourra peut-être aider un petit peu la maison de retraite pour ces travaux qui en ont bien besoin, mais ça ne va pas demander 2 millions. Hein. Donc là, le précompte administratif, il reprend en détail ce que vous avez vu il y a 10 secondes sur la diapo précédente. Il y a des diminutions
Les charges à caractère généraux, par exemple, qui sont à 141 000, étaient à 280 000 l'année passée. Donc, ils sont diminués de 50%, essentiellement, bien entendu, avec la non-réalisation de l'en fait. Nous avons aussi une petite différence sur le chapitre autres charges de gestion, qui est à 715 000 cette année, alors qu'il était plus proche de 900 000 l'année passée, 867 000 exactement. Donc là, c'est aussi le fait du départ de la Madeleine, puisque nous versons moins de subventions donc à Alpes. Au niveau des recettes, les recettes sont toujours les mêmes. Les impôts, bien entendu, et puis les prestations de services, produits, services, domaines et ventes diverses. Donc là, c'est plus spécialement l'urbanisme et puis les archives qui sont responsables donc de cette recette. Donc vous voyez que là aussi, nous avons donc 230 000, 260 000 euros d'excédent donc sur le précompte administratif donc 2020. Au niveau de l'investissement, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Les recettes financières, c'est les 112 000 euros, c'est le câble, et les 36 000, c'est recettes d'ordre, donc c'est uniquement donc, les amortissements. Ces tableaux peuvent être présentés de façon graphique. Les recettes en bleu, les excédents reportés en vert, qui grandissent d'année en année, et les dépenses qui, elles, restent relativement stables. On peut présenter la répartition des recettes de fonctionnement aussi sous cette forme-là. Donc vous voyez que la plus grosse partie, bien sûr, ce sont les contributions en orange, la TPU et la petite zone bleue dans le bas. Les autres recettes, c'est les contributions, les remboursements de l'EPAD et les prestations d'urbanisme qui sont donc tout là-haut. Au niveau des dépenses de fonctionnement, il y a les charges à caractère généraux qui sont tout à fait dans le bas. Les subventions, bien entendu, puisque comme ça représente quand même un certain montant, puisque je vous ai dit tout à l'heure, plus de 700 000 euros. Et les charges de personnel, bien entendu, aussi, qui sont là, les deux grandes parts donc, des dépenses de fonctionnement. L'évolution des charges à caractère général. Donc là, l'estimé 2020, je vais me répéter, mais c'est ça. Alors c'est un peu faussé si vous voulez, parce que là, c'est le graphe, il est fait sur 350 000 euros. Donc c'est des montants qui sont plus petits. Donc quand vous avez le CA estimé qui est à 140 000 euros, je vous disais que d'habitude c'était 300 000, évidemment ça fait une différence vraiment très 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 marquée. Mais ça ne fait jamais que 150 000 euros. Les dépenses de fonctionnement, les autres charges de gestion courante, donc là c'est le chapitre 65, donc là vous voyez c'est sur 800 000 euros, donc là aussi ça a baissé nettement. Alors le 65, ça reprend les subventions et les indemnités des élus. Au niveau de l'investissement, les recettes et les dépenses, donc les recettes, il y a davantage de reports que de recettes réelles, et les dépenses, très peu de dépenses au niveau de l'investissement à notre niveau. Là, c'est l'évolution des effectifs. Les effectifs ont baissé donc en 2021. Nous allons donc reprogrammer une embauche là dans quelques temps pour le service urbanisme. Au niveau donc du DGS, le poste est toujours prévu mais non pourvu. Est prévu mais non pourvu. Là, c'est le camembert qui représente par catégorie A, B et C. A, c'est en bleu, B, c'est donc en orange, et catégorie C, donc c'est la grosse partie donc, de nos effectifs. Et là, c'est la structure de rémunération. Donc, il y a la filière administrative qui est la plus importante en bleu. Il y a la filière culturelle
et la filière donc technique. La filière culturelle, c'est tout ce qui est donc au niveau de l'animation et donc de nos gens de du l'animation, c'est-à-dire j'ai perdu le nom, l'office de tourisme. Ça y est, il est revenu, ça arrive. Donc là, vous avez les structures de rémunération des effectifs. Alors vous pouvez voir que bien sûr, le traitement indiciaire brut représente 70%, alors que le régime indemnitaire représente 24%. Ça fait 94% en tout. Donc l'IRSF 1,50%, les heures sup 0,30% et le NBI donc 1,50% environ. Et c'est la fin donc de ce diaporama. Bien sûr, le diaporama est un peu différent de ce qu'on vous a envoyé parce que ça servait absolument à rien de faire un diaporama qui reprenait exactement donc le dossier qu'on vous avait donc soumis. Merci beaucoup. Bon, vous aurez déjà remarqué qu'on est passé avec une projection, avec des graphes, etc., ce qui n'était pas forcément les habitudes. Donc, je remercie Monsieur le vice-président et les services de ce travail aussi d'accessibilité au moins visuelle. Vous avez la totalité des documents par ailleurs. On est de toute façon dans un exercice de stabilité. Je m'y suis engagé. Nous n'allons pas en 2021 transformer les choses. On est bien sur la prolongation des actions existantes, même si on en a parlé tout à l'heure, il y a d'autres sujets, mais ces sujets n'ont pas d'incidence financière. Donc on n'engage absolument pas la structure sur des dépenses nouvelles, d'où le fait que ce soit plutôt linéaire sur ses intentions. On parlait tout à l'heure de recrutement, c'est pas au niveau du service urbanisme, au niveau archives, on en reparlera juste après. Des remarques sur cette proposition, puisque c'est un débat. Si vous voulez bien donner un micro. Prenez le filaire, ça assure. Merci. Pierre-Yves Pira, donc, du groupe Lambersart, social, écologique et solidaire, hein, représentant de la municipalité de Lambersart. Donc, à Lambersart, c'est une explication de vote. Hein, je voterai contre le rapport d'orientation budgétaire. À Lambersart, le rapport d'orientation budgétaire et le budget qui a été voté a réduit les subventions aux associations qui présentaient des trésoreries avantageuses après avoir thésaurisé plusieurs années. Il en est de même ici, avec un cumul des excédents des exercices précédents qui représente 1,5 fois le budget annuel du CIVOM. Vous nous avez expliqué la logique du blocage qui oblige à des excédents reportés. Vous nous expliquez que cela semble être en voie de résolution. Mais cela interroge sur la pertinence et l'existence même de cette instance, alors même que les finances des communes sont insuffisantes pour mener leurs actions, notamment sur le plan social, dans le contexte d'aujourd'hui, et de mettre en œuvre des politiques vertueuses sur le plan écologique. Parmi les compétences que le CIVOM s'est données figure le développement durable. En dehors de la mise à disposition de bureaux et d'une action de communication, rien ne laisse entendre dans ce rapport d'orientation budgétaire qu'une action volontariste dans ce domaine serait entreprise alors que le CIVOM dispose de moyens qui lui permettraient, par exemple, d'agir en soutien à une agriculture de proximité et d'organiser des circuits courts de distribution. Par exemple, pour le restaurant de l'EHPAD Georges Delfosse, qui offrirait un débouché économique sécurisé pour les agriculteurs. Ce budget pourrait également permettre de prévenir
en partenariat avec la MEL, et les communes, les inondations, comme nous les avons connues cet hiver, et qui ont démontré que leur fonction contributive pour recharger les nappes phréatiques doit être améliorée. De la même manière, vous envisagez au titre de l'action culturelle la reconduction de Dole et Lys en Fête, malgré un contexte sanitaire incertain et connu comme tel. S'il est bien évident que ce secteur, que la crise sanitaire a frappé lourdement sur le plan économique, doit être soutenu, il serait pertinent qu'une partie des excédents ou que le budget prévu soit mobilisé pour que des actions de médiation, de résidence d'artistes en milieu scolaire soient organisées. Dans le domaine de la culture, la programmation de spectacles n'est que la conséquence d'une politique de fond qui vise à s'approprier les œuvres et leur sens pour porter un regard personnel sur notre monde. Rien n'est réalisé sur ce plan et la culture est ici rangée dans la case « à consommer » comme un simple produit plutôt que dans les valeurs d'émancipation et de développement de l'esprit critique qui fondent toute politique culturelle. Si la culture peut jouer un rôle en matière d'attractivité et de promotion d'un territoire, elle ne peut s'en tenir à cette seule fonction. Pour ce qui concerne la gestion des documents d'urbanisme, compte tenu de la situation financière favorable pour le Sivom et tendue pour certaines villes, comme à Lambersart, il pourrait être opportun que le Sivom ne facture pas ses prestations dans ce domaine en 2021. Le Sivom apparaît avec ce robe comme une coquille vide dont l'existence ne tient que par des politiques et compétences superficielles et des prestations de services, n'agissant donc pas en tant que collectivité publique structurante pour le développement du territoire. Si son existence ne doit pas être mise en cause à l'avenir, alors il conviendrait de revoir son unité globalement pour s'investir sur des sujets qui feraient défaut à la MEL et en fonction d'un diagnostic des besoins du territoire. Ceci au regard des moyens des communes. Je vous remercie. Bien. Alors, on entend votre discours globalement. Forcément, ça génère un certain nombre de réactions, au moins des remises au point. Le Sivom ne se donne pas des compétences, ce sont les communes qui donnent des compétences au Sivom. Donc ce n'est pas lui qui décide de ce qu'il s'octroie, mais c'est bien les communes qui se disent que ce serait intéressant que ce soit géré ensemble, par rapport au moins à ce point. Comme ça a été présenté en introduction et lors du ROB, c'est l'engagement que j'ai pris en prenant la présidence de ce Sivom, de ne pas engager, en tout cas avant le compte-rendu en juin, de nouvelles actions. On aura, et je l'espère bien, toute opportunité de bouger sur un certain nombre de sujets que toute commune trouvera intéressant à débattre. Donc ça, c'est le principe même, et ce qui donne quand même le pourquoi de notre stabilité sur le budget. Dans le marché d'appel d'offres concernant les repas de Georges Delfosse, il y a évidemment une clause afférente au circuit court. Vous parliez de la gestion de l'eau, il y a un organisme là-dessus qui travaille d'arrache-pied, GEMAPI. Je pense que Christophe pourra en dire deux mots. Concernant l'urbanisme, la démonstration de la pertinence du service proposé, elle est, ne serait-ce que dans le résultat, et les communes qui adhèrent et qui l'utilisent, c'en est déjà la démonstration. L'essentiel étant, au premier degré, surtout que nous sommes engagés à ce qu'on n'ouvre pas de nouveaux sujets qui puissent engager financièrement, évidemment, le Sivom en tout cas, cet exercice. Monsieur le vice-président, vous vouliez intervenir probablement sur le développement durable ou la gestion de l'eau. Oui, oui. Donc, peut-être que tout à l'heure, je n'ai pas été assez exhaustif, mais enfin, les commissions sont là justement pour prendre du temps, pour détailler l'ensemble des sujets, que ce soit développement durable, animation ou culture. Alors, du coup, je peux peut-être revenir sur mon résumé tout à l'heure. Donc, on a effectivement parlé aussi de culture. On imagine différentes choses. Par exemple, une manifestation qui s'appellerait Canal Polar. Voilà, qui toucherait vraiment la culture. Alors,
Si vous voulez avoir plus de détails, je crois que le compte-rendu a été distribué à l'ensemble des élus. Hein, donc on a bien parlé de culture également. Pour ce qui est du développement durable, ben, on fait en sorte qu'il ne coûte justement pas trop cher, ni aux communes, ni au CIVOM. Cette opération, hein, ville et campagne propre, s'appuie vraiment sur les volontés de nos populations. Ça ne coûte vraiment pas grand-chose, ni au CIVOM, ni aux communes. Donc pourquoi aller chercher des dépenses supplémentaires? Donc non, il n'y a pas besoin. Enfin, Monsieur le Président, nous ne réclamons pas plus de participation à ce niveau-là. Peut-être qu'à l'avenir, puisque tout à l'heure je vous parlais aussi de mise en commun, voilà, comment valoriser les déchets, les végétaux, des choses comme ça. Alors peut-être que oui, là il y aura besoin, mais alors ce sera à la marge. Hein, ce sera une location de matériel à partager. Vous avez également parlé de problèmes d'inondation. Alors, ce n'est pas du tout l'objet, ce n'est pas une compétence CIVOM. Là, pour le coup, c'est bien une compétence MEL. La GEMAPI a été transférée à la MEL il y a peu de temps, hein, il y a un peu plus de 2 ans, je crois. Alors, je préside justement le bassin de Laval. Je crois que Lambersart doit faire partie de ce bassin-là. On peut en discuter si vous voulez. Hein, voilà comment on peut gérer, parce que le GEMAPI, c'est bien gestion des milieux aquatiques, protection contre les inondations. Voilà, Monsieur le Président. Merci de ces précisions. Monsieur le Vice-président, concernant peut-être plus précisément les finances. Une toute simple précision. Hein. Tout à l'heure, vous avez fait le rapprochement et le parallèle entre les excédents du CIVOM et puis les difficultés de certaines communes comme la vôtre. Ce n'est pas les communes qui ont nourri ces excédents, hein, puisque c'est de la fiscalisation, donc rien n'est sorti, mais absolument rien n'est sorti des finances budgétaires de la commune. La commune n'a jamais rien versé au CIVOM. Donc, s'il y a des excédents, c'est votre population qui devrait venir nous voir, mais certainement pas le conseil municipal de Lambersart. Cependant, vous avez pu noter qu'on a été tout à fait attentif, et il est évident que c'est bien ça qu'on veut remédier au plus vite. On va donc soumettre au vote ce rapport d'orientation budgétaire. Qui vote contre? Attendez. On va avoir une deuxième salve. La deuxième salve arrive. Allez-y. Elle arrive. Alors, moi, je découvre le premier rapport d'orientation budgétaire du CIVOM. Oui. Avec le groupe Osons, l'alternative citoyenne à Saint-André, on a essayé de comprendre. Donc le CIVOM, il a un budget d'environ 2 millions d'euros de fonctionnement. Et il dégage sur 5 ans, entre 2017 et 2021, donc en projection, plus de 250 000 euros par an en moyenne d'excédent de fonctionnement et d'investissement. Ça fait plus d'1 million accumulé entre 2017 et 2020. Vous l'avez rappelé d'ailleurs. En ajoutant les excédents cumulés des années précédentes, on obtient un excédent estimé en 2021 de 3 445 000 euros. Vous parlez d'un excédent confortable, on pourrait dire que c'est quand même une sacrée cagnotte. Alors, si on veut essayer de comprendre, à titre de comparaison, on a comparé avec Saint-André. Alors à Saint-André, donc dans notre commune, l'excédent cumulé que notre groupe trouve également un peu excessif, il est de 3,7 millions d'euros. Très comparable aux 3,4 millions d'euros du CIVOM. Sauf que le budget de la ville de Saint-André, il est de 15 millions d'euros de fonctionnement comparé aux 2 millions d'euros du CIVOM. Bref, vous avez bien compris, l'excédent cumulé représente 24% du budget de la commune de Saint-André contre 170% du budget du CIVOM. Ça avait quand même une sacrée marge de manœuvre. Et non, les excédents, mais vous l'avez rappelé, les excédents aussi importants ne sont pas le signe d'une bonne gestion. Donc là, ce n'est pas dans la continuité qu'il faut être, c'est véritablement dans le changement de cap. Au mieux, il revient à considérer soit que nos communes et les contribuables ont trop d'argent, soit qu'il n'y a pas de besoin sur nos territoires. Alors oui, dans ce cas, on pourrait comprendre.
Mais est-ce vraiment le cas, Monsieur le Président? Moi, si je découvre le Sivom, il me semble quand même que la vérité, elle est un peu ailleurs. Soit on prélève trop d'impôts et de taxes aux communes et aux contribuables, soit on n'investit pas assez, soit les deux. Car la finalité de nos établissements ou collectivités publiques n'est pas d'amasser de l'argent, ni d'épargner. Leur finalité est de répondre maintenant aux besoins des habitants et de préparer un avenir sobre et solidaire dans nos territoires face aux défis climatiques. Alors, si on regarde les investissements, avec un résultat cumulé en investissement de 1,8 million d'euros, on nous présente un ROB avec un investissement de 19 000 euros, 100 fois inférieur aux réserves d'investissement. Waouh! Donc pour finir, moi je suis vraiment impatient de connaître le résultat de l'audit, mais avouez que la démonstration, elle apparaît quand même assez éloquente. Le cash du Sivom, visiblement, on ne peut rien en faire ou on ne sait rien en faire. Dans les deux cas, la question de l'utilité du Sivom est posée. Vous parliez de gêne, monsieur Labzoin, on pourrait même dire que ça semble être une honte. Monsieur le Président, entre le trop de prélèvements et le manque d'investissement, qu'avez-vous choisi de rectifier dans le prochain budget? À moins que cette orientation ne prépare le solde de tout compte du Sivom. Merci de votre attention. Soit vous semblez sourd à nos propos, ce que je n'ose pas imaginer, soit, si vous l'avez bien entendu, nous sommes extrêmement clairs sur notre posture concernant les comptes du Sivom Alliance Nord-Ouest, et nous travaillons bien sur ces sujets dans un esprit bien différent. Comme je l'ai dit et répété, je me suis engagé à ce qu'il n'y ait pas de variation pour le temps de l'étude. On espère bien bouger rapidement derrière. De toute façon, moi, je n'augure pas du résultat de l'audit. Il est là pour ça et pour nous éclairer, pour arriver à une conclusion. La conclusion, ce ne serait pas moi qui la prendrai, ce sera collectivement qu'elle sera prise. Et quand je vois les sujets et quand je vois même ceux que vous abordez par vous-même, je pense qu'il y a en effet largement matière à engager et à faire des choses. Elles viendront à leur temps. Ici, nous sommes dans un passage et on le confirme très clairement dans les intentions, dans le budget. Donc j'ai bien entendu vos propos. Avec la forme qu'ils ont, il n'y a pas de souci. Chacun en a le choix. Après, nous sommes extrêmement clairs sur notre posture et très sans ambiguïté sur nos intentions. On en reparle dès que nous sommes et que la structure globalement est au clair sur ses perspectives et ses modes de fonctionnement qui sont à modifier. Vous l'aurez bien noté puisqu'on y travaille déjà. Non, le budget viendra en son temps. Il y a l'obligation d'abord qu'il y ait un ROB, comme ça se passe en conseil municipal. C'est obligatoire le vote maintenant. Ça ne se faisait pas avant, mais maintenant c'est obligatoire. Bah, peut-être, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se vote. Je peux me permettre, Monsieur le Président? Bien sûr. Moi, j'ai écouté avec attention les prises de parole. S'il y a des choses sur lesquelles on peut tous être alignés, c'est l'année du constat, c'est l'année de l'audit. Il faut qu'on attende sur l'état d'audit. On a été, je pense, tous les maires entendus ce dernier mois. On a tous pu s'exprimer un petit peu dans la version de ce que nous sommes en droit d'attendre pour nos populations sur notre territoire. La première question qu'il faut se poser, en tout cas le constat que je ferai en plus, c'est qu'ici, au Sivom, il n'y a pas d'opposition ou de groupe minoritaire, il y a une volonté de construire ensemble, ou pas, ou plus, demain. Et si nous devons construire, c'est sur quelle orientation? Par contre, j'ai un peu de doute, ou alors je ne l'ai pas entendu, ou j'ai mal écouté, il y a quand même, au-delà des comptes, il y a des sujets sur lesquels on se doit, nous élus de nos collectivités, d'être attentifs. La résidence Georges Delfosse, excusez-moi du peu, 83 résidents, si je ne me trompe, ou 86, du personnel. Et c'est l'action de fondation même du Sivom à l'époque avec Lambersart, avec Saint-André et avec Marquette. On ne peut pas balayer la résidence Georges Delfosse
d'un revers de la main, c'est strictement impossible. Deuxièmement, j'entends ne pas facturer l'urbanisme. Attendez. Rupture d'équité. Rupture d'équité. On a les villes du CIVOM qui consomment à l'urbanisme. Nous avons d'autres communes qui ne sont pas adhérentes au CIVOM qui consomment l'urbanisme. Et demain, on fait gratuit. Pourquoi? Comment on fait gratuit? C'est quoi la méthode? C'est quoi la technique? C'est quoi l'aspect juridique de la chose? Attention, attention. On ne peut pas jeter des propos en l'air et des propositions sans avoir les tenants et les aboutissants. Faut-il rappeler que le CIVOM n'est ni un complément, ni un concurrent de l'AMEL. L'AMEL a ses compétences, avec ses 20 vice-présidents. Il y a des propositions intéressantes que j'ai entendues sur le plan culturel, sur le plan du développement durable. Mais je crois qu'on est déjà câblé pour construire, si on devait le faire en ce sens, demain, avec ce CIVOM-là, avec cette équipe-là et avec les élus qui font le CIVOM. On ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain, comme ça. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas ne pas avoir envie de construire lorsqu'on parle d'un territoire comme le nôtre. Il faut auditer, c'est en cours. On attend dans quelques mois maintenant le résultat. Prenons alors les dispositions qui seront intéressantes à prendre demain. Tout le monde est d'accord ici. Ça agresse tout le monde de se dire qu'il y a 3,5 millions de budget. Ça agresse tout le monde. Je note votre propos que Madame Masse aura plaisir à entendre de la bonne gestion de la ville de Saint-André, mais on n'est pas dans le même mécanisme. On a dit qu'on faisait une année flat, qu'on n'allait pas aller dans tous les sens. Il faut qu'on construise cette dépense-là ou qu'on décide ensemble que l'aspect de la fiscalisation doit être réformé. Pourquoi pas? Mais pas en allant dans toutes les directions et pas dans un discours d'opposition. Nous sommes tous des élus ici, conseillers municipaux, de la majorité, de nos oppositions, des maires, et on doit savoir si on construit demain un autre CIVOM. C'est ça la question. C'est ça la question. Et au regard de ce qui a été fait depuis 1 an, on est passé de 13 vice-présidents à 4 vice-présidents, des gens qui sont au travail. Je pense également, parce qu'on n'en parle pas assez, des équipes du CIVOM qui travaillent au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? On balaye d'un revers de la main aussi? Attendez. Attention. Attention à ce que l'on peut proclamer, dire, juste parce qu'on a envie de le dire et parce qu'on a une intention, quelle qu'elle soit, de dire stop ou de dire encore au CIVOM. Merci beaucoup de votre intervention. Si on peut passer un micro là-bas en fond de salle, si vous voulez bien. Oui, Philippe Van Boneden, Péranchy. J'ai une question concernant l'emploi et l'insertion sociale et professionnelle ce sont des éléments qui sont dans les compétences du CIVOM. Donc une somme est prévue de 578 691,76, c'est estimé. Mais on est dans une année 2021 où les problèmes d'emploi et d'insertion vont être particulièrement cruciaux. Donc j'aurais voulu savoir si dans le montant que vous prévoyez, il y a un effort supplémentaire qui est fait en la matière et de pouvoir un peu nous expliquer donc, vers quelle action le CIVOM compte aller par le biais de cette subvention. Oui, merci pour votre question. Alors, comme l'a rappelé Michel Sass, il y a donc une diminution tout simplement parce que la ville de la Madeleine est sortie, mais je dis ça avec beaucoup de plaisir devant le nouveau président de l'association Alpes, Nicolas Lenindre. La ville de la Madeleine, elle contribue en direct à cette association. Alors, oui, c'est vrai que au fond, nous aurions pu faire un effort supplémentaire. Néanmoins, ce que vous devez savoir, c'est que maintenant, depuis de nombreuses années, le CIVOM a maintenu à l'euro près la subvention à l'association Alpes. Nous sommes la première, disons, entité publique
qui donne le plus à cette association-là, qui regroupe, comme vous le savez, 3 structures et qui accompagne aussi bien des jeunes en difficulté que des personnes qui sont assez éloignées du monde de l'emploi. Et ce que vous devez également savoir, c'est que pendant que le CIVOM donne à l'euro près ses subventions maintenant depuis de nombreuses années, eh bien, on a malheureusement les autres collectivités publiques et en premier l'État qui, lui, se désengage. Donc, je pense que c'est tout à notre honneur de maintenir la même subvention pour cette association qui fait un travail formidable. Et éventuellement, ce qu'on peut proposer, c'est que lors de la prochaine commission emploi qui aura lieu le lundi, alors attendez, parce qu'on a changé de date récemment, 22 mars exactement, il y aura, vous êtes le bienvenu, il y aura une présentation plus précise de l'association Alpes et de ce qu'elle fait, et on peut même imaginer, Monsieur le Président, pendant un comité syndical, de rentrer et de faire la même présentation assez succincte. Merci beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Ça peut se faire dans le cadre du comité syndical. Je l'ai déjà aussi proposé, et la structure Alpes, qui est notre bras armé quelque part concernant ce sujet de l'emploi, c'est déjà toujours proposé de venir même dans les communes, dans chaque commune, pour redonner les actions, les profils, sachant que cette structure, elle agit en fonction des différentes actions portées nationalement, régionalement, etc., localement, et que ses subventions et son adaptation, l'adaptation de son équipe et de ses publics est fonction de cette actualité des systèmes et procédés qui se font jour régulièrement autour de l'emploi. Donc qui varient en fonction de cette actualité. C'est vrai, Monsieur le Président, vous faites bien de le rappeler, on est la seule structure contributive à maintenir notre subvention, ce qui dans les faits a tendance forcément à agrandir année après année notre capacité à intervenir financièrement sur cette structure. Et il y a d'ailleurs à regarder de très près, Monsieur le Président en Alpes, qui est parmi nous, à cette évolution. Je sais que voilà, un certain nombre de structures se retirent, d'autres arrivent, essaient de venir s'inclure un petit peu dedans. On essaie toujours de trouver ces équilibres pour arriver à rester suffisamment proche. Après, les grandes interventions, elles sont afférentes à ce qu'on a vu, hein, l'État, la région, la MEL. Beaucoup d'interventions se font autour de ces sujets pleines d'actualité sur ces problématiques d'emploi qui se font jour en parallèle de la crise du Covid. On reste attentif, ça ne nous retire pas la capacité à intervenir de manière différente, encore une fois, dès que nous serons au clair sur notre structure. Comme vous avez pu le voir, on a des fonds, donc s'il y a possibilité et si tout le monde en est d'accord et s'il y a une priorisation dans les sujets, il y aura toute capacité à agir en son temps. Merci bien. Merci, Monsieur le Président. Oui, juste pour vous dire que vous êtes les bienvenus, bien sûr, à Lambersart pour éviter la structure. Justement, moi, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est presque 600 000 € que le CIVOM donne à l'association Alpes, a vraiment un rôle, même actuellement, avec la situation économique et sociale que nous traversons. Et si je devais vous dire, vraiment vous donner une information, c'est que cet argent, elle a vraiment un sens. Elle a un sens pour les communes, mais elle a un sens aussi auprès de tous les jeunes qui sortent des difficultés. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans les différentes communes et de rencontrer aussi tous ces animateurs qui sont extrêmement compétents et qui sont au service de l'ensemble des 12 communes du CIVOM. Donc ma porte est grande ouverte. Effectivement, avec Nicolas Papia-Julie, le 22 mars, on fera une présentation de l'ensemble de la structure. Et ma porte vraiment est grande ouverte. Et n'hésitez pas à vous emparer aussi de ce sujet et de mieux comprendre comment Alpes fonctionne. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste techniquement, le fait que nous maintenions nos financements au niveau de la structure a un second effet, c'est un effet de levier sur l'appel des fonds FSE. S'il n'y a pas de collectivité locale
donc via le CIVOM en l'occurrence, qui abondent sur les comptes de ce type de structure, elles ne peuvent pas appeler des fonds européens. Donc c'est extrêmement important et c'est aussi à cela que l'on sert. Hein. C'est non seulement l'euro que l'on verse, mais c'est aussi l'euro que l'on peut aller chercher sur d'autres sources, et particulièrement l'Europe. On va passer, si vous voulez bien, au vote, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a eu intervention. Vous êtes intervenu déjà une fois de mémoire. Donc on va passer, si vous voulez bien, au vote pour ne pas s'éterniser sur le sujet. Ben, vous l'avez eu tout à l'heure, non, de mémoire? Oui? Allez, allons-y. On vous écoute. Je vous remercie. Je voulais juste dire ce qui est important, et c'est bien que ce soir, il y a aussi une retransmission vidéo et des gens qui nous regardent ou qui nous regarderont dans les jours à venir. Il faut expliquer aux gens pourquoi on a cet excédent qui est aujourd'hui mis sous cloche dans le CIVOM. En fait, il y a deux sujets qui ont été abordés par monsieur le maire. C'est effectivement la question de la survie du CIVOM, ou non. On a tous des avis, effectivement. Certains veulent continuer à construire sous d'autres formes, d'autres stopper le CIVOM pour alimenter d'autres coopérations. Donc il y a ce débat-là. Mais là, on est en train de débattre du rapport d'orientation budgétaire. On a l'impression que c'est un peu la double peine. On maintient le CIVOM, mais cette année, on n'en fait rien. Alors que les besoins, ils sont maintenant. Et on l'a rappelé, on a des besoins maintenant dans les territoires, sur la question du développement durable, de la culture, de l'emploi. Pourquoi, du coup, les subventions ne sont pas plus importantes, et notamment à l'association Alpes? J'imagine qu'ils sauront quoi en faire. Pourquoi on ne reverse pas aux communes? Enfin, moi, je découvre, je ne connais pas ces dispositifs, mais expliquez aux habitants pourquoi on met sous cloche un excédent budgétaire aussi important, alors qu'on n'a peut-être jamais autant eu des besoins dans nos territoires. Très bien, nous avons noté. Je ne vais pas me répéter, hein, toutes les raisons et les arguments ont été donnés, donc on a redondance. On va donc pouvoir passer au vote, et nous serons tous très actifs, et on l'est déjà. Pour rappel, ce n'est pas le CIVOM ne fait rien, mais le CIVOM prolonge tout ce qu'il sait faire. C'est quand même une énorme différence déjà, pour rappel. Qui vote contre? 2. Qui s'abstient? 3. Merci beaucoup. Monsieur le Président, bien que le vote est fait, j'aurais une proposition, une idée à soumettre qui va peut-être satisfaire l'ensemble de cette salle. Nous sommes devant une situation de l'emploi qui est compliquée, et je pense aux étudiants qui aujourd'hui sont quasiment sans ressources. Beaucoup d'entre eux travaillent dans les parcs, dans les restaurants, dans les animations diverses, et ils sont aujourd'hui dans l'incapacité de rebondir. C'est une situation qui est extrêmement critique. On en a longuement débattu à la MEL pour arriver à une solution sur le transport de remboursement. Ne serait-il pas intéressant, et je m'adresse à Nicolas, notre vice-président qui est aussi sur l'emploi, d'imaginer sur notre bassin, sur nos villes, sur notre bassin, on a des grandes entreprises, des très petites, des agriculteurs, des artisans, des PME. Est-ce qu'on serait capable, à courte échéance, de répertorier l'ensemble de ces entreprises et de faire, sur un circuit court du coup, le lien entre les besoins de ces entreprises sur des heures ou sur des week-ends, sur des vacances, et nos demandeurs en urgence, et peut-être faut-il penser à ces étudiants ou à ces recherchants ou ces jeunes qui recherchent également de l'alternance. J'en parle parce que dernièrement j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes à Marquette, et notamment sur la création d'un comité jeune. On pouvait s'attendre à ce que ces jeunes nous demandent du loisir, nous demandent des jeux, nous demandent des budgets participatifs pour de l'investissement. Le premier sujet, et ils ont entre 16 et 25 ans, le premier sujet qu'ils abordent, c'est la difficulté de trouver un job d'été, la difficulté de trouver un job de week-end, la difficulté de trouver de l'alternance. Serions-nous capables alors, dans un délai assez contraint, de pouvoir créer ce listing des offrants, des entreprises, des PME, des artisans, et de les mettre sur notre territoire en relation avec les jeunes qui sont en difficulté, et je pense bien évidemment à nos étudiants.
je ne sais pas si vous faites une réponse. Hein. Bien évidemment, sur l'intention, c'est intéressant. La problématique, de mon point de vue, puisque pour avoir déjà travaillé sur le sujet, c'est l'aspect logistique, pratique, en l'occurrence informatique, de mise en relation. Au premier degré, on peut déjà agir de toute évidence sur la communication, mais on peut sans doute approfondir. Oui, je trouve que c'est une très bonne idée, monsieur le maire. Cette idée, elle peut réussir, je pense, notamment grâce aux communes. Il faut qu'on s'appuie aussi, si vous voulez, sur le fichier que chacun des communes du CIVOM dispose de leurs commerçants, de leurs artisans et de leurs entreprises. On va également essayer de creuser ça avec le président Lenindre et l'association Alpes pour voir comment on pourrait en effet travailler de concert avec Alpes. Et j'irai même un petit peu plus loin parce que certes, il y a sur certains secteurs une demande actuelle, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse anticiper, si vous voulez, la reprise? Parce que la difficulté aujourd'hui pour de nombreuses entreprises, c'est de prévoir. Et ça, c'est plutôt difficile dans le contexte actuel. Par contre, anticiper la reprise et être là à ce moment-là et leur confirmer que nous avons, nous, des jeunes qui peuvent les aider et qui peuvent être présents en cas de besoin, je pense que ça peut aussi être une piste. Moi, je vous propose de travailler sur ce sujet, puis ceux qui sont intéressés, en tout cas, on peut tous ensemble avancer. Je crois que Nicolas, il voulait rajouter aussi un petit mot. Monsieur le vice-président, pour vous donner une réponse, je vous invite vraiment à aller sur le site internet qui s'appelle emeno-talent.fr et vous verrez qu'il y a beaucoup de réponses, monsieur le maire de Marquette, auxquelles on pourra répondre, puisque c'est justement l'offre et la demande entre les entreprises et les jeunes qui sont en recherche soit d'alternance, soit d'intérim. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui a été faite par l'association Alpes. Nous en avons discuté en plus en début de semaine avec le vice-président Papia Julie sur justement toutes les actions à mener et surtout ce que le CIVOM veut pour ces 12 communes de la métropole nord-ouest. Donc je répète juste, c'est emeno-talent.fr. Merci de cette précision. Nous allons continuer notre déroulé. Nous avons un rapport numéro 2. Recrutement d'un contractuel pour la charge de travail. En l'occurrence, ça concerne, on l'a évoqué tout à l'heure, les archives. Un de nos salariés a demandé une mutation. On va sur une autre commune, comme c'est son droit. Et donc, on va recruter quelqu'un pour remplacer, puisqu'on a une masse de travail. Hein, c'est une programmation, les archives. Je ne sais pas si vous connaissez le système, mais donc c'est une programmation demandée par les communes qui évalue sur une année son besoin, etc., etc. Et donc, pour faire face à cette masse de travail, on vous propose de recruter quelqu'un sur ce poste qui va être vacant dans un premier temps, qu'on va d'abord mettre en contrat temporaire et qu'on pourra, si tout est consolidé, concrétiser par la suite. Voilà. Donc, si vous voulez bien voter sur cette orientation et sur cette nécessité, on va dire, hein, pour être clair. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc après les services et les finances, la gérontologie, Michel a accepté de prendre la main sur le sujet en absence d'Elisabeth. Je redis un grand merci à Julien Rambaud, donc il nous a rejoint le 28 décembre. Une petite information au passage, aujourd'hui nous sommes à un taux de vaccination au niveau de Georges Delfosse de 34% des résidents. C'est-à-dire en réalité là tout a été des résidents qui peuvent être vaccinés. Alors, il y a eu différentes vagues de Covid. La dernière date de janvier et l'ARS donne une directive qui dit qu'on ne vaccine pas avant 3 mois du dernier dépistage positif. Donc la totalité de nos résidents sans nouvelle vague. Aujourd'hui, il n'y a aucun
cas depuis un bon moment sur la résidence, et nous en sommes tout à fait heureux. Les activités ont pu reprendre, les repas ont pu reprendre en collectif, par sous-groupe évidemment, mais donc les résidents y retrouvent quand même un peu d'aise et un peu de bonheur. Et si des choses continuent en ce sens, vers le 20-21 avril, la totalité de nos résidents auront été vaccinés. Voilà, pour vous donner au passage cette information qui est quand même d'importance. Et donc on peut passer sur le rapport 3, adhésion de l'EHPAD Georges Delfosse au contrat groupe prestation statutaire du centre de gestion du Nord. Voilà, donc ce rapport vous propose donc l'adhésion à ce contrat groupe. Le taux proposé est de 0,15% de la masse salariale, ce qui va revenir à peu près à 1 125 € par an. Il faut savoir que le coût d'un décès d'un agent sur un traitement brut indiciaire est entre 18 et 38 000 € selon l'agent. Donc, il nous semble intéressant donc, de nous assurer contre ce risque. Il faut savoir qu'en 2019, il y avait eu une mise en concurrence pour les différentes assurances, et nous avions eu donc une proposition à 0,18 pour les décès, c'est ce qui représentait 1 979,42 € de prime. On avait regardé tous les risques, accident du travail, maladie professionnelle, longue maladie, maternité, maladie ordinaire et compagnie. Et le total donc de la prime demandée atteignait quasiment 110 000 €. Devant ce montant qui avait été jugé trop élevé, sachant que la résidence Georges Delfosse présente déjà des déficits aussi tous les ans, l'auto-assurance avait été donc choisie par les élus de l'époque. Donc on vous propose donc de nous assurer uniquement donc sur le risque décès pour donc la résidence Georges Delfosse. Nous soumettons au vote, oui. Si vous voulez bien passer un micro. Oui, Philippe Van Bodenen, Péranchy. Simplement une intervention que j'avais déjà faite en commission sur le sujet. C'est-à-dire que pour des raisons financières, on choisit que l'EHPAD s'auto-assure sur tous les risques liés à la maladie, y compris longue durée et les autres risques, et on ne s'assure que le décès. Et ne mettre en avant qu'un problème financier pour ne pas couvrir d'autres risques, sans une étude concrète et plus longue, je dirais, sur le risque qu'il peut y avoir, puisque si effectivement il y a plusieurs maladies de longue durée qui lui tombent dessus dans une même période, ça risque de coûter très cher. Donc là-dessus, je m'abstiendrai dans le vote, parce que j'estime que ça mériterait une plus longue réflexion sur le niveau réel d'assurance qu'il faudrait prendre dans la matière. Vous aviez fait un commentaire lors de la commission, une réponse donnée pendant la commission? Non, pas forcément. Là, on ne peut pas, au niveau de l'absentéisme, au niveau de la maison de retraite, il y aura bien sûr des études qui seront réalisées, mais on ne peut pas demander à un nouveau directeur qui vient d'arriver, qui prend tout en main. Il y avait quand même pas mal de choses à remettre en place. Et puis, bon, il faut prendre la connaissance du terrain, il faut prendre connaissance des équipes et compagnie. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a également le PRD qui était à traiter. Donc, ce genre d'étude sera réalisé par le nouveau directeur, mais il faut lui laisser un peu de temps. Ouais. Donc, c'est sûr, il y a un risque. C'est sûr, il y a un risque que s'il y a plusieurs longues maladies, ça nous coûte peut-être plus cher que l'assurance. C'est ce que vous aviez dit, je crois, en réunion. L'assurance coûte cher que lorsqu'on n'en a pas besoin. Mais dans les années qui ont précédé, nous n'avons malheureusement qu'une seule maladie de longue durée à
à regretter, c'est celle de notre directrice en place, si vous voulez, qui actuellement qui est en maladie depuis une paire d'années. Mais les longues maladies, c'est des accidents, beaucoup de maladies professionnelles, donc des maux de dos et compagnie, qui est dû à la profession, ça c'est évident, mais qui ne, jusqu'à présent, si vous voulez, ça ne coûtait pas 100 000 € à la structure. Mais bien sûr qu'on ne peut pas présager de l'avenir. Oui, comme toute assurance, de toute façon, c'est un facteur risque. En l'occurrence, on peut dire deux choses. Je m'engage à ce qu'il y ait une étude approfondie qui soit faite. Voilà, ça c'est mon engagement. Aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est afférent à une modification de taux, dans la mesure où c'est une décision qui date déjà d'il y a plusieurs années, d'aller vers ce risque d'essai. Et donc, simplement, on concrétise par cette délibération le fait du taux accordé à ce risque qui existait déjà. D'accord ? Pour vous préciser. Mais je m'engage à ce qu'il y ait une étude. En effet, on ne pouvait pas tout mettre à charge tout de suite, mais on va dire que sur cette année, il faut qu'on ait quelque chose, un profil, une étude qui sera faite. Voilà, pour vous répondre. Si vous voulez bien voter, qui s'abstient ? Une voix. Qui vote contre ? Merci beaucoup. Donc, je continue sur la gérontologie et puis la résidence Georges Delfosse pour vous proposer donc les tarifs d'hébergement 2021. Donc, vous voyez sur la délibération que nous vous proposons 3 tarifs différents. Une étude a déjà été réalisée donc par notre directeur avec un petit comparatif avec donc les résidences du territoire de Saint-André, Marquette, Marcobarol, La Madeleine. Mais parmi ces établissements, il y avait des établissements privés lucratifs, des non lucratifs, et il y a quand même 3 établissements publics. Un à Varbrechy, un à Marcobarol, deux à Marcobarol, qui sont publics tous les deux. Et lorsqu'on regarde les tarifs des hébergements donc, de ces établissements, pour Marcobarol, c'est 63,14 €, 63,46 €, et pour Varbrechy, c'est 64,37 €. Il faut savoir qu'on propose 59,50 € pour la résidence Georges Delfosse. Il faut savoir qu'il y avait une politique donc des tarifs à la résidence Georges Delfosse qui était plutôt... on ne peut pas faire payer ces pauvres gens, c'est sûr. Bon, il faut essayer de faire des tarifs les plus proches possibles, de manière à pouvoir accueillir donc les gens et pas les laisser sur le carreau. Mais il y a aussi une obligation, c'est d'équilibrer nos budgets. Et c'est ce qui a commencé à être fait donc il y a un an et demi, en augmentant donc les tarifs de 2 € par an. Donc il y a des tarifs bien sûr pour les gens qui sont arrivés avant le 1er avril 2020. Donc ceux-là, on ne va pas les augmenter comme ça brutalement du brut. Donc il y a donc des possibilités d'augmentation qui nous sont donc signifiées par le département et l'ARS. Et c'est 0,46 si mes souvenirs sont bons d'augmentation possible. Donc pour les plus de 60 ans, nous vous proposons donc de passer de 58,12 à 58,39 et pour les moins de 60 ans de 77,44 à 77,80. Pour les résidents qui sont arrivés entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés l'année passée, donc ceux-là avaient déjà eu une augmentation puisqu'ils étaient à 59,50 € et donc on vous propose donc 59,77 €. Donc les 0,46, et pour les plus de 60 ans, 78,97 au lieu de 78,61. On vous propose, pour ceux qui arriveront à partir du 1er avril 2021, pour les plus de 60 ans, 61,77, c'est-à-dire 2 € de plus que ceux qui sont arrivés l'année passée. Et pour les moins de 60 ans, 80,97 €. Là aussi, vous retrouvez donc les 2 €. Nous essayons, on a
c'est un calcul qu'on a fait. En augmentant de 2 euros tous les ans, on arrivera dans 5 ans à avoir donc une population qui paiera à peu près la même chose que les autres structures du territoire. Merci. Oui, en complément, vous avez... Ce tableau avait été diffusé. Donc vous avez vu le tableau de ce qui se fait par ailleurs. L'idée n'est pas, évidemment, c'est simplement de redonner un petit peu d'air au fonctionnement de la structure. C'est uniquement ça. C'est pas par le plaisir de réaligner des tarifs, c'est de redonner un petit peu de capacité à la structure pour son fonctionnement. Et donc de rejoindre simplement, on voit ici sur les établissements publics, on en voit bien un tarif entre 63 à 15 et 64 à 40. C'est de revenir dans cette tarification qui est, on le voit, qui sont les plus basses par rapport à ce qui se passe autour, que ce soit du privé lucratif ou non lucratif. Cette capacité gérée de 0,46, évidemment, on jugule un petit peu les possibilités. Et on va donc agir. Je pense qu'en réalité, on n'aura pas besoin de 5 ans. Je pense qu'en 2 ou 3 ans, on aura rejoint ce tarif. Donc, ça nous permettra simplement de revenir à ce tarif-là et après de retravailler simplement avec l'augmentation contractuelle, on va dire, qui nous est imposée. Ça devrait nous permettre de retravailler là-dessus. Donc, on aura simplement cette vague de 4 tarifs qui vont vivre pendant un certain temps et après, on pourra s'arrêter à terme à notre tarif remis dans l'air du temps et dans les tarifs pratiqués. C'est vraiment de redonner de la capacité et dans un fonctionnement qui reste très raisonné, pour précision. Oui, le micro. Bonjour, enfin rebonjour. Dans un contexte où la prise en charge par le département au titre de l'APA a été révisée à la baisse récemment et où la pression financière de la crise sanitaire fait peser sur les familles des frais nouveaux, vous demandez aux familles de payer plus. Encore une fois, vu les moyens dont dispose le CIVOM, il serait préférable qu'une pause soit opérée cette année en matière de tarification. Moi, je me pose la question, cet EHPAD à la façade publique semble être géré comme un EHPAD privé. Dès lors, quelle est la plus-value de sa gestion par le CIVOM? Je voterai contre cette augmentation. Oui, on est là dans une posture bien dogmatique pour le coup, sachant que pour rappel, nous avons le tarif le plus bas de ce qui se pratique alentour, le plus bas et de loin. Donc là, bon, je n'ai pas de commentaire particulier. L'important, c'est que la structure puisse vivre et qu'elle puisse amener le service qui est nécessaire à ses résidents. C'est évidemment notre premier objectif. Intervention. Pas de posture, s'il vous plaît, là-dessus, quoi. C'est pas possible d'avoir une posture là-dessus. On va pas vous faire une leçon de finances publiques. C'est un compte d'exploitation. C'est un compte d'exploitation. De ne pas être autosuffisant ou équilibré, ça mettrait elle-même la structure en danger. Ça n'a rien à voir avec le budget global du CIVOM. Rien à voir. C'est un compte d'exploitation. Vous, par votre proposition, si on vous entend, vous risquez de fragiliser la structure. Vous comprenez ? Et donc de fragiliser les résidents, les familles, de fragiliser les équipes qui y travaillent, et de là à faire une comparaison avec une gestion d'une maison publique. Attendez, vous connaissez les tarifs dans les maisons publiques? Vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez le tarif Sérieusement? Bien entendu. Allez-y, je vous écoute. Ne vous inquiétez pas. Je vous écoute. Malheureusement, j'ai mes parents qui sont passés par là. Combien ça coûte? On peut 2400, 2200 pour un EHPAD. Fois donc fois combien par rapport par 12 et les personnes vous connaissez la retraite que touche une personne? Combien de personnes touchent sa retraite? Vous connaissez le complément que les personnes en dessous de 60 €? Vous connaissez le complément? Vous ne pouvez pas faire de comparaison et de jeter ici une gestion à la mode privée de la résidence Georges Delfosse. Par contre, le vrai sujet, et là où on se rejoindrait peut-être, c'est sur la capacité d'investissement demain du CIVOM vers Delfosse pour améliorer le quotidien des résidents.
Là, on va se rejoindre. Là, il y a un vrai défi. Là, il y a des enjeux. Et là, il y a de l'argent. Il faut que ce soit demain une priorité d'investir massivement, c'était ma première prise de parole ici, massivement pour rendre le quotidien bien au-delà de ce qu'il peut être aujourd'hui à l'agence Georges Delfosse. Mais pas de comparaison, et attention, encore une fois, pas de mise en danger du compte d'exploitation de cette maison, ce serait excessivement dangereux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit lorsqu'on a parlé donc du budget. J'ai bien indiqué qu'on avait étudié, qu'on étudiera le problème donc des subventions à la résidence, des subventions d'investissement. Je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est quelque chose que c'est admis. Je l'ai dit, donc je vois vraiment pas pourquoi vous revenez sur ce genre de choses. En plus, mélanger le budget du CIVOM et celui de la maison de retraite, je suis désolé, mais là, il faut revoir vos données. C'est quelque chose qui ne va pas. Alors, personnellement, connaître le prix de revient d'une maison de retraite et la retraite des gens, oui, on connaît. Parce que vous avez eu votre maman, j'ai eu la mienne aussi. Alors, maman, elle avait 791 € de retraite. OK ? Donc, qu'est-ce qui payait? C'était moi qui payais le complément. Et là, pas, bien entendu. Donc, on connaît. Et ce n'était pas 59 € non plus qu'elle payait. Et les 59 €, c'est uniquement l'hébergement, puisqu'il faut rajouter à tout ça le soin, les soins, bien sûr. Hein, et puis, le troisième, c'est la dépendance. Donc, il y a les GIR qui... Enfin, on ne va pas faire un cours ici sur les tarifs de la maison de retraite. Merci de ces précisions. Je pense que vous avez au moins eu l'intérêt de rappeler, de démontrer que chacun est au clair concernant cette maison et que le plus important pour nous, c'est qu'elle puisse fonctionner au mieux dans une tarification justement extrêmement raisonnée et notre engagement d'améliorer la partie mur et organisation et non pas fonctionnement, puisqu'on ne rentre pas dans le fonctionnement qui est géré par l'établissement lui-même. Nous passons donc au vote. Qui vote contre? Une voix. Qui s'abstient? Merci beaucoup. Voilà, nous avons fait le tour, je pense. Je n'ai rien oublié. C'était le dernier rapport. Je vous remercie de votre attention et de votre participation. Ça rend aussi les conseils animés, comme je l'ai dit, entre aussi la vidéo, la projection, les tableaux. Je pense qu'on est tous, et les sujets nouveaux, on est bien dans une projection positive, ce qui nous importe le plus à tous, et participative. Merci beaucoup.